Terre, une planète exceptionnelle, impétueuse et dynamique. Les plaques continentales se déplacent et entrent en collision. Des volcans entrent en éruption, des glaciers se forment, d'autres régressent. Ces forces titanesques, perpétuellement en action, laissent derrière elles une traînée de mystères géologiques. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des Rocheuses. L'immense massif nord-américain recèle encore bien des mystères. Les montagnes sont flanquées d'immenses ailerons rocheux. Et en haute altitude, leurs pentes recèlent des fossiles marins. Selon les géologues, à l'origine, leur sommet déchiqueté était 2 fois plus élevé. En retraçant l'histoire du massif, les scientifiques découvrent les traces d'un glacier gigantesque, d'un effondrement de montagnes et d'éruptions volcaniques d'une rare violence. Cet épisode géologique complète un peu plus notre compréhension de la formation de la Terre. Les Rocheuses forment un massif majestueux qui domine l'Ouest américain. C'est la plus longue chaîne montagneuse d'Amérique du Nord et la 3e plus longue au monde. Elle s'étire sur près de 5000 km depuis le Nouveau-Mexique en passant par le Colorado, le Wyoming et le Montana et plus au nord, jusqu'au Canada. Durant des décennies, les géologues ont eu du mal à décrypter la formation de ce massif gigantesque. L'enquête commence par l'analyse d'un type de roche. Nous débutons notre enquête sur un site exceptionnel. Red Rocks est un amphithéâtre naturel de roches. À 20 km à l'ouest de Denver, au Colorado, 2 monolithes en grès s'élèvent à la verticale sur 90 mètres. Ensemble, ils forment l'enceinte d'un rendez-vous musical exceptionnel. Ces monolithes n'offrent pas seulement une acoustique de rêve, ils racontent aussi l'origine de la formation des Rocheuses. L'histoire commence par un mystère à 2500 mètres d'altitude dans les Rocheuses du Colorado, à 100 km au nord-ouest de Boulder. Des reliefs étranges sont imprimés dans les roches disséminées dans le paysage. Nous avons trouvé plus de 100 espèces marines rien que sur ce site. On trouve des requins, des crustacés, des crabes et de beaux fossiles de clames partout dans la zone. On est à 2500 mètres d'altitude, au cœur des Rocheuses. Quand ces fossiles se sont formés, cette région se trouvait sous la mer. C'était le fond d'un océan. La région était couverte par une grande mer intérieure. Cette mer a existé 30 millions d'années. Elle s'étendait de l'Utah au Missouri et du golfe du Mexique jusqu'à l'océan Arctique. Dans cette région, il faisait très chaud à l'époque, presque une chaleur tropicale. Les plages devaient ressembler à celles de Floride, quelque chose dans le genre. Ce climat chaud attire à l'époque une espèce animale qui laissera de profondes empreintes dans les roches. Elle jouera aussi un rôle essentiel pour l'enquête. Ce fossile géant est celui d'une ammonite. Bien qu'elle ait une coquille enroulée, l'ammonite est proche des céphalopodes actuels, calamars, nautiles, pieuvres, etc. Dans la coquille enroulée, l'animal vivait dans cette partie-ci, et ses tentacules étaient fixés ici. Ce spécimen est remarquable par sa taille. Il est aussi grand que le pneu d'un camion. C'est incroyable. La plupart des ammonites ne sont pas aussi grandes. C'est le site où les scientifiques ont mis au jour le plus de fossiles d'ammonites au monde. Ian Miller a sa petite idée sur la raison pour laquelle les ammonites se rassemblaient en grand nombre ici. Nous pensons que ce fossile est celui d'une femelle. Il faut savoir que les calamars mâles sont bien plus petits que les femelles. En fouillant la zone, nous avons trouvé un fossile d'ammonite mâle. Il est tout petit comparé à la taille d'une femelle, qui est immense. Dans la zone, nous avons trouvé une majorité de fossiles de grande taille. Nous pensons que les femelles venaient ici pour pondre et qu'elles mourraient juste après. Quand les ammonites s'éteignent, la carte de l'Amérique est bien différente.
Au nord, la partie canadienne des Rocheuses existe déjà. Au sud, les Rocheuses des États-Unis ne sont pas encore sorties de terre. La période où les ammonites se sont éteintes permet de déterminer l'apparition des Rocheuses américaines. Ces animaux se sont éteints il y a 70 millions d'années dans la voie maritime intérieure de l'Ouest. À cette époque, cette région était immergée par une mer. Nous savons donc que les Rocheuses sont apparues ici il y a moins de 70 millions d'années. Aujourd'hui, tout ce qui reste de cette mer intérieure sont ces fossiles disséminés dans les hauteurs des Rocheuses du Colorado. À présent, les géologues doivent découvrir pourquoi le fond marin est monté en altitude. L'enquête les mène à ces arêtes qui flanquent les Rocheuses non loin de Denver, dans le Colorado. Surnommées les Flatirons, ces arêtes sont apparues en même temps que les deux monolithes de l'amphithéâtre de Red Rocks. Ces ailerons de roche sont criblés de trous et de fissures qui en font des sites d'escalade de rêve pour les amoureux de sports extrêmes. Quand on escalade une paroi des Flatirons, on dispose d'excellentes prises. Certains trous ont été laissés par des pierres qui se sont détachées de la paroi. D'autres étaient des zones de matériaux plus fins, comme le schiste ou le limon, qui ont disparu sous l'effet de l'érosion. En disparaissant, ces couches moins robustes laissent des cavités qui forment d'excellentes prises pour pratiquer l'escalade. Ces cavités sont un bon indice sur la formation de ces étranges facettes rocheuses inclinées. La diversité des couches et la différence de taille des grains, le limon, le sable, les cailloux, tout ça nous indique que ces roches sont d'origine sédimentaire. Les sédiments sont des dépôts de sable et de débris rocheux qui retombent sur le fond quand le courant ralentit. Au fil des millénaires, ces dépôts sont comprimés et forment de fines couches rocheuses. En y regardant de plus près, Alan Lester découvre des indices du milieu dans lequel ces sédiments se sont formés. Ces cailloux n'ont pas été déposés par des rivières banales, mais par des cours d'eau capables de charrier des fragments de taille respectable, de les soulever et de les emporter. Les couches de sable et de gravier forment un lit sédimentaire ressemblant à un millefeuille. Mais les dépôts des rivières sont rarement inclinés de plus de quelques degrés. Dans ces rochers, les couches sédimentaires sont inclinées à 60 degrés. Un événement a fait basculer ces immenses couches de sédiments. L'enquête se poursuit à 15 km au nord-est, sur le mont Flagstaff, situé sur le flanc oriental des Rocheuses du Colorado. Je me tiens ici à côté d'un mini Flatiron. Il est incliné à 60 degrés, comme les grands Flatirons. Comment ce dépôt sédimentaire horizontal a-t-il pu basculer? La réponse est inscrite dans la couche rocheuse, plus sombre, à sa base. C'est du granit, une roche très différente de celle du Flatiron, juste au-dessus. Contrairement aux Flatirons, le granit n'est pas sous forme de couche. Il n'y a pas de pierraille dans le granit, contrairement aux Flatirons qui en sont criblés. L'analyse du granit révèle qu'il renferme un tas de minéraux. C'est un indice supplémentaire sur la formation des Rocheuses. En analysant ce fragment de granit, je découvre du quartz, du feldspath et aussi un peu de mica, ce qui est caractéristique des roches issues du magma, des roches en fusion qui ont refroidi. Parmi les minéraux, il y a aussi du fer, qui confère la couleur sombre au granit. Le taux de fer dans la roche indique la profondeur à laquelle cette roche s'est formée. Nous avons soumis un fragment de ce granit à une analyse chimique qui nous permet de savoir à quelle profondeur cette roche a refroidi et s'est cristallisée. Selon nos estimations, c'était à 25 km de profondeur. À présent, cette roche est à l'air libre. Elle a été poussée vers le haut lors de la formation des Rocheuses et a provoqué l'inclinaison des Flatirons. Lors de leur enquête sur la formation des Rocheuses, les scientifiques ont découvert deux indices.
Des fossiles d'ammonite enfouis à 2500 mètres d'altitude prouvent qu'autrefois, la région était couverte par une mer. La présence de fer dans le granit révèle que ces roches formées à 25 km de profondeur ont été poussées vers la surface, provoquant ainsi le basculement des Flatirons. Ce phénomène s'est produit sur 1500 km le long des Rocheuses américaines. Les géologues doivent à présent découvrir quel événement colossal a provoqué le soulèvement du massif. Il y a 100 millions d'années, la plus grande partie de l'Amérique du Nord était couverte d'une immense mer intérieure. Il y a 70 millions d'années, la mer s'est retirée et les rocheuses ont commencé à surgir des entrailles de la Terre. Les scientifiques tentent de reconstituer leur histoire géologique pour découvrir ce qui les a fait surgir des profondeurs terrestres. Une force capable de faire émerger un massif aussi long doit être d'ampleur planétaire. Selon les géologues, il doit s'agir de la collision de deux plaques continentales. La croûte terrestre est constituée de plusieurs plaques enchevêtrées. Ces plaques se déplacent en permanence. Elles se percutent et se brisent. Nouvelle configuration géologique partout dans le monde. Les rocheuses sont apparues lors de la collision entre deux plaques au niveau de la côte ouest américaine. Lors du soulèvement de ce granit, à l'extrême ouest de l'Amérique du Nord, la croûte océanique, la plaque océanique, a glissé sous la plaque nord-américaine. Cette subduction s'est produite à une vitesse relativement élevée et elle a engendré une forte pression à l'intérieur du continent. En se percutant, les deux plaques exercent une pression colossale sur la croûte. Durant des millions d'années, la croûte se plie et se bombe, donnant naissance à de hautes montagnes. C'est ainsi que sont apparues les rocheuses. Mais il reste une énigme. Pourquoi la collision des deux plaques lithosphériques sur la côte ouest du continent fait-elle pousser des montagnes à 1500 km de la côte ? La formation de chaînes de montagnes à l'extrémité d'une plaque continentale ou océanique s'explique facilement. La collision entre l'Inde et l'Asie a donné naissance à l'Himalaya. Quand la plaque océanique plonge sous la plaque continentale, on obtient la chaîne des Cascades, et en Amérique du Sud, les Andes. Comme les rocheuses se trouvent au milieu d'une plaque continentale, leur apparition est plus difficile à expliquer. La première théorie plausible proposée par des scientifiques est très récente. Ils pensent que les rocheuses sont apparues le long d'une portion plus fragile de la croûte terrestre. Quand deux plaques se percutent, elles engendrent une forte pression et les régions les plus fragiles de ces plaques se soulèvent. Voilà ce qui est arrivé à ce granit. Les géologues savent comment les rocheuses sont apparues et à quelle époque. À quoi ressemblaient ces montagnes à l'origine? En quoi se distinguaient-elles de celles d'aujourd'hui? Les spécialistes trouvent un indice à 110 km au nord-ouest de Denver. Les montagnes que nous voyons aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient ici il y a des millions d'années. Elles changent perpétuellement. De nouvelles rivières apparaissent, les sommets changent. C'est un processus très dynamique. Ian Miller veut estimer la hauteur des premières montagnes. Comment mesurer quelque chose qui n'existe plus? Une fois de plus, Ian Miller utilise les fossiles pour réunir des indices. Quand on récolte des fossiles, le plus excitant, c'est qu'on est le premier à les découvrir. C'est la première fois que ces fossiles voient la lumière depuis 60 millions d'années. Ian a notamment trouvé le fossile d'une feuille vieux de 60 millions d'années. La feuille est celle d'un arbre qui s'est mis à pousser ici 10 millions d'années après le début de l'apparition des rocheuses. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette feuille peut donner une idée de la hauteur des premières montagnes. Ou plutôt le bord de la feuille, son contour. Dans les régions froides, les feuilles portent un plus grand nombre de dents sur les bords que dans les régions plus chaudes. Les feuilles dentelées sont plus efficaces dans les régions froides. Les dents sont un véritable avantage pour stimuler la croissance au début du printemps. Ici, nous découvrons un très beau fossile de feuilles dentelées. Chacune de ces dents est un petit foyer de photosynthèse. Quand la feuille apparaît, sa croissance est plus dynamique que celle des feuilles dépourvues de dents.
Ian Miller utilise cette information pour découvrir la hauteur des premières rocheuses. Il commence par comparer les fossiles de feuilles dentelées avec ceux de feuilles non dentelées. On répertorie toutes les espèces de feuilles des arbres qui poussaient à l'origine dans un endroit spécifique. Ensuite, on compare le nombre d'espèces à feuilles dentelées avec le nombre d'espèces dépourvues de dents, et le résultat nous donne une idée des températures qu'il faisait à l'époque. Plus le nombre d'espèces à feuilles dentelées est supérieur à celui des espèces à feuilles non dentelées, plus il fait froid. Et plus il fait froid, plus on monte en altitude. Si je monte en altitude avec un ballon rempli d'air chaud, à mesure que je m'élève, la température décroît de façon prévisible. Chaque fois que vous montez d'1 kilomètre, la température chute de 6,5 degrés. En connaissant ces données liées à l'altitude, on peut calculer la hauteur d'une montagne. Pour calculer la hauteur des premières montagnes des Rocheuses, Ian Miller doit comparer des échantillons prélevés à la base de la montagne et en altitude. Les fossiles trouvés au pied des Rocheuses proches de Denver nous racontent une histoire étonnante. Ces feuilles anciennes sont très similaires aux plantes qui poussent aujourd'hui sous les tropiques. Après l'apparition des Rocheuses, la région de Denver était couverte de forêts tropicales et subtropicales. Il y avait des palmiers. Les canopées étaient similaires à celles des tropiques. Et en altitude, la forêt ressemblait à celles qui poussent aujourd'hui en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, ainsi que sur la côte est des États-Unis. En comparant les fossiles de feuilles trouvés au sommet des montagnes avec ceux trouvés au pied du massif, Ian Miller obtient un résultat stupéfiant. Ici, les feuilles fossiles sont majoritairement dentelées, alors qu'autour de Denver, les feuilles sont principalement à bord lisse. La température moyenne des forêts dans la région de Denver devait être à l'époque de 24 degrés. En altitude, la température moyenne était de 10 degrés. En se référant à la diminution des températures liées à l'altitude, on a calculé que ce site se trouvait près de 2000 mètres plus haut que Denver, alors qu'aujourd'hui, il n'est que 800 mètres plus haut que Denver. Il y a 60 millions d'années, les montagnes ici étaient donc 2 fois plus hautes qu'aujourd'hui. Après avoir émergé de la mer, les Rocheuses ont mis 10 millions d'années pour atteindre leur hauteur maximale. Il y a 60 millions d'années, le massif culminait à 8500 mètres, soit aussi haut que les plus hauts sommets de l'Himalaya. La longue histoire des Rocheuses commence à prendre forme. Une ligne faible dans la croûte explique pourquoi les Rocheuses sont apparues à 1500 km à l'intérieur du continent. Les feuilles fossilisées nous révèlent qu'à l'origine, les Rocheuses étaient 2 fois plus hautes. La moitié des roches qui formaient le massif ont disparu. Les scientifiques tentent de décrypter le processus qui a réduit de moitié les Rocheuses. Il y a 100 millions d'années, une immense mer intérieure couvre la région où s'élèvera le massif des Rocheuses. Il y a 70 millions d'années, alors que les Rocheuses émergent, la mer commence à disparaître. Il y a 60 millions d'années, les Rocheuses atteignent leur maturité. Leur sommet culmine à plus de 8500 mètres d'altitude et rivalise ainsi avec ceux de l'Himalaya. Depuis cette époque, la plus grande partie des Rocheuses a perdu la moitié de sa hauteur. Les géologues qui retracent l'histoire des Rocheuses tentent à présent de découvrir où sont passés les milliards de tonnes de roches qui ont disparu. L'enquête débute avec la découverte d'un mystère au mont Owl Creek, dans les Rocheuses du Wyoming. Ces montagnes sont coupées en 2 par un profond canyon creusé par une rivière. La rivière Wind nous laisse perplexes. Elle a choisi de se frayer un passage à travers une chaîne montagneuse. Ce n'est pas le comportement habituel des rivières. En général, elles prennent le chemin le plus rapide, en descendant vers la vallée. Alors que la rivière Wind a creusé un passage dans un massif montagneux. Ce phénomène avait déjà intrigué les premiers géologues qui ont étudié cette région. La rivière Wind soulève des questions depuis 1806. Cette année-là, Meriwether Lewis et William Clark
effectuent le relevé topographique de la région durant leur célèbre expédition destinée à découvrir les territoires inexplorés de l'Ouest. En explorant les monts Owl Creek, ils sont convaincus qu'il y a deux rivières. Ils baptisent Big Horn, la rivière située dans le nord, convaincus qu'elle n'est pas reliée à la rivière Wind, située dans le sud. Des recherches menées plus tard montrent que le Big Horn et le Wind sont en fait une seule rivière qui traverse le massif de part en part. Les géologues ont récemment trouvé un élément de réponse pour expliquer ce qu'il est advenu des sommets autrefois plus élevés des Rocheuses. Selon eux, les milliards de tonnes de roches se sont détachées peu à peu et ont comblé la vallée, modifiant par là même la configuration du terrain. À un moment du passé, les bassins du Wyoming étaient remplis de sédiments qui s'étaient détachés des montagnes. La surélévation du terrain a permis à la rivière de serpenter où elle voulait entre ces montagnes. Le courant de la rivière érode profondément les sédiments et la roche. La rivière a creusé un canal à travers le massif. Elle a transpercé les montagnes. Les géologues doivent désormais trouver des éléments pour prouver cette hypothèse. Ils se lancent à la recherche des roches qui se sont effritées des Rocheuses. L'enquête se déplace vers des collines de 300 mètres de haut dans le bassin de la rivière Powder. Appelées Pumpkin Buttes, ces collines émergent dans une vaste plaine désolée. À l'horizon, les sommets enneigés des monts Big Horn, la portion des Rocheuses la plus proche. Ces collines ne sont pas constituées de roches, mais d'un amas de débris de différentes natures. Ce fragment de roche, on en trouve au sommet de toutes les collines de Pumpkin Buttes, au Wyoming. C'est du granit. Or, la source de granit la plus proche, ce sont les monts Big Horn, situés à plus de 150 km à l'ouest. La forme arrondie de ces fragments de granit prouve qu'ils viennent de très loin. Ils se sont détachés d'une falaise et ont roulé, ou ont été entraînés par des glissements de terrain et des rivières durant des millions d'années. C'est une étape cruciale dans la recherche des roches manquantes des premières Rocheuses. Les fragments qui se sont détachés des monts Big Horn ont rempli le bassin sur 350 mètres de hauteur, soit la hauteur des collines de Pumpkin Buttes. Ces collines sont uniques. Le niveau du bassin se situait au sommet de ces buttes. Le reste de cette couche sédimentaire de 350 mètres de hauteur a été éliminé par l'érosion jusqu'au plancher actuel du bassin. Les débris rocheux découverts ici sont beaucoup trop éloignés pour avoir appartenu autrefois au mont Owl Creek. Fred McLaughlin se rend à Darton's Peak, à 150 km à l'ouest des monts Big Horn. Sur une falaise de plus de 2700 mètres d'altitude, il trouve des fragments arrondis similaires à ceux trouvés sur les Pumpkin Buttes. Ces fragments proviennent aussi des Rocheuses. Le cœur des Rocheuses est majoritairement en granit, comme celui qu'on trouve ici. Ces fragments viennent des Big Horn. Ils ont été transportés, charriés, roulés, lissés, et ils ont fini par former ces amas de roches et de galets. Cette découverte prouve que les fragments qui se sont détachés des Rocheuses ont rempli les bassins et les vallées, sur une hauteur de près de 3000 mètres, enterrant lentement les montagnes sous leurs propres débris. L'imposante chaîne des Rocheuses est alors une immense plaine grise et désolée, où seuls les sommets les plus élevés pointent à la surface. Le même processus s'est produit dans d'autres chaînes montagneuses. En Europe, certains indices montrent que les Alpes auraient aussi perdu la moitié de leur hauteur à cause de l'érosion. Au pied de la chaîne européenne, il y a des collines formées de millions de tonnes de roches qui se sont détachées des sommets, réduisant ainsi leur hauteur. Mais l'histoire de l'érosion des Rocheuses n'est pas terminée. Après la transformation du massif en vaste désert de rocailles grisâtres, un autre phénomène surgit. Il laissera une trace dans la couche qui recouvre les monticules de rocailles.
C'est une roche très légère, faite de grains très fins. C'est de la poussière volcanique. Les grains sédimentaires sont très fins comparés à ce conglomérat de rocailles fait de gros fragments rocheux. La couche qui recouvre le sommet de la rocaille est composée surtout de cendres volcaniques. La cendre volcanique suggère qu'une éruption volcanique de grande ampleur s'est produite à proximité. Les volcans ont craché d'épais nuages de fumée brûlante, de cendres et de roches volcaniques qui sont retombées sur le sol. La datation au carbone 14 montre que cette éruption a eu lieu il y a 25 millions d'années. La cendre s'est déposée après avoir été crachée sous forme de panache. La plus grande partie des cendres est venue de l'ouest et s'est déposée dans les bassins du Wyoming. Après avoir été enterrées sous leurs propres débris rocailleux, les rocheuses sont couvertes d'une épaisse couche de cendres grises. Quand les bassins les plus profonds étaient comblés de cendres volcaniques, seuls les sommets émergeaient à la surface du sol. Le reste était une vaste plaine de cendres grises. L'érosion et le volcanisme bouleversent le paysage en enterrant les rocheuses. Au cours des millions d'années qui suivent, les rivières érodent les montagnes en arrachant des fragments de roches. La plus grande partie de ces débris échoue dans le Missouri et le Mississippi avant d'être charriés jusque dans l'océan. Il ne reste alors que les montagnes qu'on découvre aujourd'hui. Ceci confirme la théorie des géologues sur la formation du canyon de la rivière Wind. La quantité colossale de débris a enterré les monts d'Owl Creek. La rivière Wind coulait au sommet et a sculpté le canyon qui existe aujourd'hui. L'enquête sur l'apparition des rocheuses a révélé deux indices majeurs. Le granit trouvé sur les collines de Pumpkin Butts prouve que les fragments qui se sont détachés des rocheuses ont comblé la vallée et les bassins. Le canyon de la rivière Wind, qui traverse les montagnes d'Owl Creek, atteste que les rocheuses étaient complètement enfouies sous leurs propres débris. Les imposantes rocheuses ont perdu la moitié de leur hauteur. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Avant de devenir les montagnes que l'on découvre aujourd'hui, les rocheuses vont subir un assaut plus dévastateur. Il y a 70 millions d'années, une vaste mer intérieure disparaît et les rocheuses émergent du fond marin. Il y a 60 millions d'années, les montagnes atteignent leur hauteur maximale. Elles sont 2 fois plus hautes qu'aujourd'hui. Pendant des millions d'années, les rocheuses s'érodent lentement et perdent la moitié de leur hauteur. Il y a 3 millions d'années, un autre chapitre mouvementé de leur histoire va leur donner l'apparence qu'elles ont aujourd'hui. Le géologue Bob Anderson décolle pour photographier les rocheuses et découvrir un nouvel indice sur la formation de ces montagnes. Il commence par survoler le canyon de Boulder, dans les rocheuses du Colorado. Cette région n'a pratiquement pas changé depuis des millions d'années. On aperçoit le canyon de Boulder. On constate que la rivière a sculpté un sillon dans un relief relativement vallonné. Les sommets des montagnes des jeunes rocheuses ont été érodés et arrondis par les rivières et les torrents. Il y a 55 millions d'années, à la fin du processus d'érosion, le relief des rocheuses était vallonné. Bob Anderson survole ensuite un sommet plus élevé, celui de Longs Peak, dans le parc national des Rocheuses. Ici, le terrain offre un visage différent. Les collines arrondies font place à des montagnes déchiquetées et des falaises à pic. Une autre force a agi dans cette partie des Rocheuses. Le Diamond est la falaise la plus célèbre de la région. Cette paroi verticale mesure 275 mètres de hauteur. Le plateau au sommet couvre une superficie de 3700 mètres carrés, soit la moitié d'un terrain de football.
On survole Longs Peak, un des sommets des Rocheuses les plus difficiles à escalader. Ça fait un siècle que cette falaise est devenue la Mecque de l'escalade. C'est un rocher intact, absolument somptueux. Cette paroi vertigineuse est la falaise la plus difficile à escalader des Rocheuses. Depuis son ouverture officielle à l'alpinisme dans les années 60, 50 personnes ont perdu la vie en tentant d'atteindre son sommet. De retour au niveau du sol, Bob Anderson cherche des indices pour expliquer pourquoi ces arêtes sont déchiquetées. Il découvre d'immenses blocs de roches disséminés sur la pente d'une colline. L'analyse d'un fragment donne un indice sur l'origine de ces roches. Je me trouve devant une roche arrondie, posée sur un affleurement de roches moins dures. La roche et l'affleurement rocheux sont couverts de lichen verdâtre, noirâtre, grisâtre. J'ai donc prélevé un fragment du rocher arrondi pour savoir de quel type de roche il s'agit. Et elle est différente. Les minéraux de ce fragment et la texture de la roche sont différents de ceux de l'affleurement rocheux. Ce rocher est un intrus ici. Il vient d'ailleurs. Bob Anderson cherche un indice sur l'origine de cette grosse roche. Il trouve à proximité une surface lisse couverte de fines rayures. Cette petite surface est très lisse quand je passe la main. Et quand je regarde cette surface sous un certain angle, la lumière me fait découvrir de fines rayures qui vont toutes dans ce sens. La seule force capable d'avoir gravé ces rayures dans la roche, c'est de la glace en mouvement. D'énormes quantités de glace. C'est la preuve que cette vallée était autrefois envahie par un immense glacier. Ces rayures révèlent que le glacier a érodé la surface des roches en glissant vers la vallée. Chacune de ces rayures correspond à un grain de sable collé à la base du glacier. Le sable a poli la surface des roches comme du papier de verre. La surface a été érodée par les millions de grains de sable qui sont passés dessus au cours des millénaires. En glissant vers la vallée, les glaciers emportent des roches et des débris. La glace comprime ces débris tranchants sur la roche avec un poids correspondant à celui de 1000 camions chargés à ras-bord. Les rocheuses sont couvertes de rayures jusqu'à 350 mètres de hauteur. Ces rayures prouvent qu'un immense glacier couvrait cette portion des rocheuses et a sculpté les montagnes. Le glacier a arraché les roches dans la vallée, laissant derrière lui des sommets et des arêtes déchiquetées. Au cours des 3 derniers millions d'années, les Rocheuses ont vu surgir et disparaître des glaciers. Et chaque fois qu'un glacier entre en jeu, il érode les roches de quelques millimètres par an. Ce qui signifie qu'au cours d'une seule période glaciaire, un glacier éliminait une couche de roche épaisse de 2 à 5 mètres. Les glaciers sculptent aussi les canyons. Lors de chaque ère glaciaire, les nouveaux glaciers approfondissent les vallées, transformant ces vallées étroites en V, en larges vallées, en U. Pour un glacier, la vallée est le seul passage, donc il érode toutes les parois avec lesquelles il entre en contact. Les parois latérales deviennent de plus en plus verticales, et le fond de la vallée est de plus en plus aplani, et la forme en U se propage ensuite vers le fond de la vallée. La glace explique aussi la présence de ces débris rocheux. Ils ont été emportés par le front du glacier au bas de la vallée. Il y a 10 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, lorsque le dernier glacier a fondu, toutes ces roches sont apparues. Les scientifiques ont trouvé 2 éléments qui expliquent pourquoi les rocheuses sont déchiquetées. Une roche étrangère à cette région et qui a été transportée ici par un glacier. Des rayures qui ont révélé qu'un glacier de 350 mètres de hauteur couvrait les rocheuses. Ce sont les glaciers qui sont responsables de l'aspect actuel des rocheuses. Mais les montagnes continuent d'évoluer.
Les spécialistes ont découvert récemment que les Rocheuses pourraient s'effondrer dans un rift très profond. Au cours des derniers 60 millions d'années, la compression, l'érosion et les glaciers ont sculpté les Rocheuses et leur ont conféré leur aspect actuel. Mais les processus géologiques qui ont donné naissance à l'imposant massif sont capables de l'anéantir. Au cours des derniers 25 millions d'années, un immense rift s'est ouvert à l'extrémité sud des Rocheuses. Le rift du Rio Grande s'étend sur 414 000 km². Les géologues sont impatients de savoir quel impact ce fossé tectonique pourrait avoir sur les Rocheuses. Ils trouvent une première piste à San Isidro, au nord d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. La zone est dominée par une roche jaune claire et poreuse appelée travertin. Selon les géologues, ce travertin s'est formé dans une eau particulière. Cette eau a une propriété inhabituelle. Elle est capable de précipiter, de déposer n'importe quelle roche de type travertin, comme les dépôts de calcaire dans une théière. Le travertin est composé de calcite, le même minéral qui compose le tartre. Ces roches grandissent rapidement. Certaines gagnent près de 10 cm par mois. 1 litre de cette eau est capable de précipiter une quantité de calcite équivalente à un cachet d'aspirine. Comme le tartre qui se forme dans les casseroles chauffées, le travertin apparaît plus volontiers près des sources chaudes. Les mesures confirment que la température de l'eau autour du travertin est de 25 degrés. Hormis la capacité de faire naître une roche, cette eau chaude nous révèle autre chose. Laura Cossé et Carl Kastrom sont convaincus que l'eau est chauffée par de la chaleur originaire des entrailles de la Terre et qui remonte à travers des crevasses. Ces crevasses apparaissent lorsque le rift s'écarte. Les deux scientifiques descendent dans une grotte à 8 mètres de profondeur dans l'espoir de trouver d'autres indices. L'eau contient des microbes. La plupart d'entre eux se composent d'une seule cellule. En analysant leur ADN en laboratoire, les spécialistes font une découverte remarquable. Les analyses d'ADN montrent que les micro-organismes qu'on trouve dans ces mini-sources d'eau chaude ressemblent davantage aux microbes originaires des dorsales océaniques que des microbes issus de lacs ou de rivières. Les dorsales sont de longues chaînes montagneuses au fond de l'océan. Comme dans les rifts continentaux, les dorsales sont également des zones très actives où la lave se déverse en permanence et épaissit la croûte océanique. Les organismes qui vivent à proximité de ces sites sont adaptés pour supporter ces conditions extrêmes. Les sources dans les dorsales océaniques se caractérisent par des remontées de fluide bouillant depuis les entrailles de la Terre, ce qui indique qu'elles sont liées à l'activité tectonique des grands fonds. Les microbes suggèrent l'action de forces tectoniques. Mais il y a un indice encore plus stupéfiant. Laura et Carl découvrent une grande quantité de gaz qui fait des bulles à la surface. On dirait que ces fioles sont vides, mais elles étaient remplies d'eau. Quand on les a retournées dans l'eau, le gaz a chassé l'eau et les fioles étaient soudain uniquement remplies de gaz. Après analyse, il s'agit d'hélium, ce qui confirme l'action de forces tectoniques. L'hélium est un gaz extrêmement intéressant. C'est la preuve ultime de l'origine de ces gaz. Il existe 3 types d'hélium. Celui qui nous intéresse en particulier, c'est l'hélium 3, car il est uniquement produit par le manteau supérieur. Le manteau est une couche de la planète qui commence entre 30 et 60 km de profondeur. Elle est constituée de roches en fusion. Dans les zones où le magma remonte vers la surface, la pression baisse et les gaz comme l'hélium en profitent pour s'échapper.
les gaz se feraient un passage à travers les failles et les crevasses pour s'échapper à la surface de la Terre. L'hélium prouve que des forces géologiques se développent dans les profondeurs de la Terre. Et l'impact de ces forces sur les rocheuses est dévastateur. La vallée du Rio Grande est une région tectonique active, mais cette activité n'est pas de nature à faire ériger une montagne. Cette région est l'étape suivante dans la vie d'une chaîne montagneuse, quand cette dernière commence à s'effondrer sous l'étirement du terrain. Quand du magma en fusion jaillit vers la surface depuis 45 km de profondeur, il provoque l'étirement des zones supérieures. La croûte s'élargit et s'affaiblit et finit par se déchirer. Et les montagnes s'effondrent dans le gouffre béant. Quand la croûte est trop écartelée, il se forme des cassures qui provoquent une chute d'un pan de la croûte. Quand on a ce qu'on appelle une vallée de failles, les sédiments des hautes montagnes finissent au fond de la faille. C'est une structure immense. Elle fait près de 10 km de profondeur, soit plus que la hauteur de l'Everest. Quand on observe le fossé, même de tout près, on ne distingue pas cette immense profondeur, car le fossé est comblé de sable et de pierrailles. Aujourd'hui, le rift du Rio Grande s'étend sur plus de 400 000 km² depuis le Mexique dans le sud, où il est le plus large, jusqu'au Colorado dans le nord, où il vient à peine de s'ouvrir. Le rift se propage vers le nord, dans les rocheuses du Colorado. Il est très probable que ces montagnes vont finir par s'effondrer lors de la propagation du rift vers le nord. Ce qui se passe au Colorado s'est produit au Nouveau-Mexique avant l'ouverture du grand rift du Rio Grande et avant l'effondrement des montagnes. En regardant dans un lointain futur, les forces tectoniques qui ont donné naissance aux rocheuses pourraient finalement provoquer leur anéantissement. Quand on pense au grand rift africain ou au rift du Rio Grande, on se demande si les continents vont se scinder en deux. Si le rift du Rio Grande continue de s'élargir, aurons-nous un jour des plages au beau milieu du Nouveau-Mexique? Cette question n'est pas seulement intéressante pour les agents immobiliers, mais pour les géologues aussi. La formation des rocheuses est une histoire remarquable. Il y a 70 millions d'années, la mort des Ammonites marque le début de l'apparition des rocheuses et le retrait de la mer intérieure. Il y a 60 millions d'années, les arbres à feuilles dentelées poussent sur ces montagnes, alors 2 fois plus hautes qu'aujourd'hui. Il y a 10 000 ans, une roche égarée marque le retrait du dernier glacier ayant sculpté les montagnes. Et l'hélium qui surgit dans la vallée du Rio Grande est un indice que les profondeurs de la Terre sont de nouveau très actives. Si la Terre continue de s'écarteler et que la vallée du Rio Grande s'élargit, les rocheuses pourraient bien s'effondrer sur elles-mêmes. Une nouvelle mer intérieure se formerait, comme la voie maritime intérieure de l'Ouest qui existait il y a 70 millions d'années. Les rocheuses, l'épine dorsale de l'Amérique du Nord, disparaîtraient lentement et le continent serait une fois de plus divisé en deux. Une nouvelle preuve que les forces de la Terre ne se reposent jamais.